Devant les élus provinciaux ce jeudi, la question des frontières au Nord Kivu, la sécurité, le mouvement des populations et tant d'autres relèvent de la compétence du gouvernement central. Le grand problème, c'est que l'honorable député voulait qu'on descende à Sarambwe et à Lubiria. On a dit que ce n'est pas de notre compétence. L'idée du problème, c'est ça. Donc, nous, ça ne nous inquiète pas, on est toujours déjà habitués à ça. On va nous poser les interpellations, nous allons encore répondre. Parce que de temps en temps, il y a le moment où on parle langage du Sud. Donc, on n'a pas posé de questions en matière de la province. Il fallait que je vende maintenant les questions qu'on ne m'a pas posées. C'est ça le problème. Les questions concernaient les limites, les mêmes réponses que le gouverneur a données. Vous avez suivi que c'est irresponsable de répéter les réponses du gouverneur. Alors, moi je peux contredire ou inventer les réponses en dehors de ce que le gouverneur a dit. L'initiateur de cette question orale avec débat pense que le ministre de l'Intérieur ne maîtrise presque pas les matières ayant trait à son ministère. Les réponses du ministre prouvent qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Vous avez vu les questions qu'on lui a adressées. C'était sur l'ordre public. Il est ministre de l'administration du territoire, de l'ordre public, des affaires coutumières, mais aussi de la reconstruction. Alors, à un ministre comme ça, on lui pose la question sur le mouvement des populations dans les territoires donc le Nord Kivu, mais il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. On lui pose la question sur la sécurité à l'intérieur de la province, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, à Beni, à Lubero, à Nyiragongo et dans les villes. Il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. Tout. Les frontières qui sont torpillées un peu partout, au niveau de la province, à Kasindi, à Sarambwe et un peu partout, ce qu'ils sont en train de faire ici, à Goma. On lui a posé des questions comme ça, et il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. Et là, je me pose la question, est-ce que ce ministre connaît la teneur ou la portée du département qu'on lui a donné? Notons que cette question orale avec débat, initiée par l'honorable Jaribou Mouliwavio, depuis l'année passée, portait sur la problématique des camps de déplacés, la sécurité, les mouvements des populations du Nord Kivu vers les pays voisins et tant d'autres. Autre point chaud de l'actualité, sachez que c'est donc parti pour 3 jours d'échange entre spécialistes de la pédiatrie du Congo et l'Afrique noire francophone. Ce sera donc 3 jours de congrès au cours desquels la situation de l'enfant africain sera mise en exergue. Plus de 100 pédiatres de Kinshasa, des autres provinces de l'RDC et de l'étranger prennent part à cette rencontre. Suivant ce reportage de Christian Longo. Nous les enfants, nous avons besoin de beaucoup de pédiatres dans nos pays d'Afrique. J'avais des crises d'asthme à répétition. J'avais tellement mal que je demandais à ma mère, « Maman, est-ce que j'arriverai au matin ?» Ces cris d'enfants traduisent toute la détresse qui ne devait pas être une fatalité. Cette alarme a ouvert ce 7e congrès de la Société des pédiatres du Congo, couplé au 7e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Signal donné par les plus vulnérables. Ces doubles congrès en justifient les thèmes « Survie de l'enfant africain » Où en sommes-nous au 3e millénaire? Nous pouvons nous imaginer les peines, pas seulement des parents de la société, et c'est que perd la société, le pays, les continents, lorsque un bon nombre d'enfants n'arrive pas à atteindre l'âge de 5 ans. Selon les chiffres, 70% des 11 millions d'enfants qui meurent dans le monde sont africains. Ils perdent la vie à cause des pathologies telles que la diarrhée, les paludismes ou encore l'infection néonatale. La recherche et l'expérience montrent que sur près de 11 millions d'enfants qui meurent chaque année, 6 millions pourraient être sauvés par des mesures simples, rentables, éprouvées, comme la vaccination, l'utilisation des antibiotiques, la supplémentation en micronutriments, les moustiquaires traités à l'insecticide et l'allaitement maternel cher à votre serviteur. Cette rencontre va permettre aux pédiatres de redoubler leurs efforts afin de réduire davantage les taux de mortalité infanto-juvénile en RDC comme en Afrique. Si la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010
À 104 décès en 2013, je suis convaincu que le pédiatre que vous êtes, vous y avez joué un rôle important. Les recommandations sont donc attendues ce 24 octobre, jour de la clôture de ce 7e congrès. Tout à fait. Autre chose, les magistrats ainsi que leurs auxiliaires participent à des séances de réflexion et de partage d'expériences sur le traitement et suivi des infractions et du contentieux forestier depuis mercredi à Kinkole, dans la commune de Lantsele. L'initiative est du Fonds mondial de la nature, suivant ces explications de Bibi Chungoua. La lutte contre le commerce illicite de ressources naturelles va s'intensifier sur tous les fronts. Les magistrats s'y investissent et décident de mener une vulgarisation plus large de la législation forestière. Et pour une bonne appropriation des pratiques favorisant la maîtrise de recettes qui échappent au trésor public, les magistrats et leurs auxiliaires se sont retirés à Kinkole pour des réflexions et partages d'expériences sur les traitements et suivi des infractions et des contentieux forestiers en RDC. Dans l'application de loi, il est dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Il faut seulement l'appliquer. Or, ce principe-là ne convient pas dans la gestion des ressources naturelles. L'administration doit absolument prendre un autre point, à savoir l'implication des parties prenantes. Or, cette implication passe par la sensibilisation. Or, vous savez que les magistrats, la magistrature, les instances judiciaires sont maîtres de l'application de loi. Et il faut donc absolument aller vers les sensibilisations. Nous ne disons pas que jusque-là, ils n'ont pas bien appliqué, mais ce que nous cherchons, c'est l'amélioration de l'application. Organisées par le Fonds mondial pour la nature et autres partenaires, ces discussions produisent déjà des effets avec des statistiques intéressantes. Partis de 0 à ce jour, l'on compte 380 dossiers de grumes saisis qui sont en cours de traitement au parquet. Aujourd'hui, on a saisi autant de grimes appartenant à X personnes, mais cette personne-là ne se présente pas, c'est plutôt l'acheteur qui se présente. Et donc là, on invite plutôt l'attention du parquet pour qu'elle puisse encore creuser davantage pour que le dossier évolue. Et je suis convaincu que cet atelier n'est pas un atelier de plus, mais plutôt un atelier qui va dans le sens de permettre de rappeler aux autorités l'attention, de porter à leur attention sur des cas qui ont été constatés et d'autres cas à venir. Une opération complexe au regard des infractions, le parquet promet plus d'améliorations. Il y a des préalables. Il y a une instruction préjudicielle qui doit précéder l'instruction juridictionnelle. Nous pensons que dans les 6 mois qui vont suivre, vous allez constater. Nous vous appellerons pour faire l'évaluation. Vous allez constater que nous allons faire saisir le tribunal. Eu égard des immenses ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo, cette opération nécessite un dispositif de collaboration entre différentes institutions. Et puis, un peuple grand pour une grande nation, telle est la vision politique du parti politique Le Courant des démocrates rénovateurs. Une vision à lire et à comprendre dans un ouvrage qui vient de paraître et dont la présentation a été faite ce jeudi. Des idées conçues et coulées dans l'ouvrage intitulé « Un peuple grand pour une grande nation » constitue la vision politique du parti politique de l'opposition Courant des démocrates rénovateurs. Présenté ce jeudi, constitué de 5 chapitres, cet ouvrage de 95 pages se veut une importante contribution quant à l'alternance, la démocratie et l'espoir du Congo de demain. L'homme politique vient pour l'apostolat. L'homme politique vient pour rendre service et non pour se servir lui-même. Donc la démocratie bat de l'aile, parce que le processus électoral lui-même bat de l'aile. Il faut repenser notre démocratie. On a un vrai défi de gouvernance dans le pays. On a un vrai défi de consolidation de la démocratie. On a un vrai défi de climat des affaires. Des institutions passant par les sociales, le développement et les finances, ce bilan évaluation apporte une réponse au regard des richesses dont regorge le pays et le paradoxe vécu. L'État qui protège les investissements privés, l'État qui protège les travailleurs au public comme au privé, l'État qui protège les chômeurs, l'État qui protège les faibles, l'État qui protège les retraités. Donc, nous considérons que cet élément fondamental qui permet de poser des bases pour le développement du pays doit être repensé.
Ce parti de l'opposition cher à Jean-Lucien Boussa, député national, propose tout de même certaines pistes de solutions, notamment la réforme dans différentes institutions. Dans le monde syndical, par contre, l'on parle de la réhabilitation de Daniel Mosejou dans le comité de pilotage de la délégation de la Confédération syndicale du Congo. Cette réhabilitation intervient après sa suspension par le président de cette structure. Après la rencontre du comité de base de la Confédération syndicale du Congo OCC, Daniel Mosejou s'est vu réhabilité dans ses fonctions de pilotage de cette délégation. Une décision qui intervient après la levée de suspension dont il a été victime, suspension jugée illégale par la base. Dossier président de la délégation syndicale nationale OCC, Daniel Mosejou Samba. Nous, membre du bureau exécutif de la Confédération syndicale du Congo, exécutif de la Confédération syndicale du Congo, respectueux des statuts organiques de la CEC, décidons ce qui suit. La levée des mesures de suspension de la lettre et annulons toutes les lettres du président Guy Kolela adressées tant à l'OCC qu'à l'inspection du travail. Décidons au poste du président de la délégation syndicale nationale de l'OCC, les nommer Daniel Mosejou Samba, qui demeure toujours en fonction. Le comité de base réuni a profité de l'occasion pour présenter le nouveau comité de base de la Confédération syndicale du Congo OCC, composé de 11 membres. L'essentiel de ce qui a été fait ici, c'était la restructuration du comité de base. Parce que le révérend pasteur Katende, qui présidait le comité de base de la CCOCC, vient d'être mis en retraite. Et nous avions préféré pouvoir restructurer, c'est-à-dire remplacer le président et mettre sur pied un nouveau comité de base que vous aviez vu tout à l'heure. L'évocation de Mosejou, c'était un problème interne à la CC, mais la CC, la centrale de la CC et la base de la CCOCC a jugé bon d'enterrer la hache de guerre et de pouvoir refaire l'unité de la CC au sein de l'Office congolais de contrôle. La Confédération syndicale du Congo a par ailleurs invité tous ses membres affiliés à ne pas prendre part à l'Assemblée générale prévue ce 24 octobre, la hache de guerre étant enterrée. En santé, focus sur la fièvre typhoïde, bien qu'étant l'une des maladies les plus répandues au sein de notre société, mal soignée, elle peut évoluer jusqu'à conduire à une intervention chirurgicale lorsque le malade connaît une perforation intestinale. Pourtant, le respect strict de principes qui demeure à nos jours l'un des moyens efficaces pour lutter contre cette pathologie qui fait partie des maladies des mains sales semble être très négligé par de nombreux Quinois. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains, surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. Des propos qui justifient ces comportements favorisant la recrudescence de la fièvre typhoïde en République démocratique du Congo. Le non-respect de principes d'hygiène contribue à l'augmentation du taux de mortalité lié à ces maladies dites de mains sales à près de 30%. La fièvre typhoïde, c'est une maladie causée par une bactérie qu'on appelle le salmonella. Généralement, les signes, c'est comme des signes banaux, comme on peut parfois confondre à la malaria, avec une fièvre continue, permanente, avec une fatigue intense associée à cela, douleur abdominale, fièvre et autre chose. Là, nous pouvons dire que le malade, on peut dire qu'on est en phase de voir une malade faire présent la fièvre typhoïde. Mais le diagnostic n'est pas seulement clinique. Le diagnostic de la fièvre typhoïde, c'est surtout en faisant l'hémoculture. À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, la fièvre typhoïde fait rage. En toile de fond, la précarité caractérisée par un déficit d'hygiène de vie et environnementale. La plupart de personnes sont infectées après avoir consommé des aliments ou de boissons ayant été manipulés par un sujet malade, porteur du microbe salmonella, ou encore par l'eau contaminée. Et cela se transmet généralement, la transmission est orofécale.
Je veux dire que ça se transmet par les matières fécales et au niveau de la bouche de l'homme. Alors, on est contaminé lorsqu'on va faire les selles, on n'a pas bien nettoyé les mains, et puis on vient saluer quelqu'un, donc la personne qui vous touche, et parfois il met la main dans la bouche, ou alors il veut manger un pain sans se laver les mains, et puis il est contaminé comme ça. Ou alors on n'a pas lavé les mains, on n'a pas salué les gens, mais on a touché le poignet de la porte, et le petit frère ou notre personne touche le même poignet de la porte, et il prend les germes que vous avez déposés là, et il peut manger ça. La prise en charge de cette pathologie, une autre paire de manches, surtout dans le contexte quinois où l'automédication, le manque d'information et l'amateurisme gagnent du terrain. Le constat fait est que le diagnostic de la typhoïde est devenu presque monnaie courante, faisant ainsi le bonheur de certains professionnels de la santé qui les diagnostiquent parfois à tort. En santé, toujours, sachez que la première dame de la RDC séjourne depuis quelques jours dans l'ex-province du Katanga. Olive Lembe-Kabila est allée réconforter les patients qui ont subi des opérations chirurgicales lors de la deuxième campagne présidentielle lancée au profit des personnes souffrant de bec des lièvres. Marie-Olive Lembe-Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, continue à faire le suivi des malades internés pour la deuxième phase de récupération de la campagne présidentielle. Un réconfort pour les patients de la traumatologie, des césarisés et 33 femmes pour les cas des prématurés qui ont vu leurs factures honorées par l'épouse du chef de l'État. En tout cas, je remercie beaucoup maman Olive Lembe. C'est un geste que je ne croyais pas. Mina famwe nje mhospitali shikona nataka kunikombola mais leo tu dimanche tunashtukia bantu leta bikome na kuturipia hospitali, vraiment Mungu ambariki sana. Un geste qui soulage l'administration de l'hôpital Jason Sendwe. Quand la distinguée première dame a pris en charge ce genre de malade, vraiment ça a été un soulagement et pour eux et pour nous. Marie-Olive Lembe-Kabila visite les différents pavillons dont la maternité, la chirurgie femme et la chirurgie infantile. Quelques goitreux venus pour les pansements ont eu la grâce de rencontrer leur bienfaitrice à leur grande satisfaction. Interpellés par la presse au sujet de la poursuite des travaux de réfection de l'hôpital général Jason Sendwe lancé par l'ex-gouverneur Katumbi, la première dame de la République démocratique du Congo rassure. Je comprends le fond de ta question, parce qu'à l'époque, on a eu à déclarer par, nous tous qui étions présents, entre autres l'ex-gouverneur Katumbi qui nous a quittés malheureusement. Mais je veux signaler que peu importe que nous mourons ou partons, l'État continue à fonctionner. Bien sûr, mon rôle là-dedans est de suivre et de m'assurer que cette promesse-là soit réalisée. Un soulagement pour les Katangais qui croient en la détermination du couple présidentiel. En sport, je vous le disais à l'ouverture, Lionel Charbonnier a suspendu sa collaboration avec Sa Majesté Sanga Balende. Cette décision a été prise de concert avec les dirigeants du club Sang et Or de Mbujimaï suite à des problèmes familiaux. L'ex-champion du monde français n'a livré que 2 matchs avec le club et a enregistré 2 victoires. On écoute Vincent Goy, chargé des communications de Sanga Balende. Sa Majesté Sanga Balende va devoir se passer des services de son entraîneur français Lionel Charbonnier. Les raisons évoquées, une situation familiale préoccupante qui oblige le technicien français à s'éloigner de son club qu'il a pris en main il y a à peine quelques mois. Le staff local qui travaillait avec Charbonnier, composé essentiellement de Sibé Chidibi, qui est une ancienne gloire du club, et Ndonda, qui a récemment pris sa retraite et qui a suivi des formations sous le financement du club. Les deux là continuent de faire leur travail. Charbonnier a dirigé 2 matchs que nous avions gagnés, les 2 premiers matchs du championnat. Mais nous sommes actuellement, je crois, à la 6e journée et que le club a aligné 5 victoires et 1 nul. Un prestigieux nul qu'ils viennent d'arracher contre Mazembe, c'était hier. Ça veut tout simplement dire que la santé du club est très encourageante. Malgré le départ de M. Charbonnier, c'est vrai, les joueurs étaient forcément déçus.
La relève sera assurée par le staff présent en Mbuji-Mayi et compte garder la conduite amorcée par le club depuis le début de la saison. Ce n'est pas de la faute du club que Charbonnier est parti. Le club a démontré toute sa bonne foi. Le club a respecté scrupuleusement le contrat tel qu'il avait été signé. Et l'existence de ce contrat démontrait déjà la volonté du président sponsor, celle de faire en sorte que Charbonnier soit avec nous pendant les 2 ans de contrat minimum. On ne pouvait pas obliger M. Charbonnier de rester avec nous dès lors qu'il ne se sentait pas à l'aise, selon lui, ou bien s'il aurait trouvé d'autres raisons familiales quand il est rentré chez lui, parce qu'il m'a toujours rappelé qu'il vit en France avec sa femme et ses 2 enfants. Le reste, les membres de sa famille sont dans un autre pays de l'Union européenne. Sa femme étant dans le coma, jusqu'au moment où j'ai parlé avec lui il y a 2 jours. La femme est toujours dans le coma. Ses enfants ont, pour le premier, environ 17 ans, pour la deuxième, environ 12 ans ou 13 ans, 15 ans. Ils vont à l'école. Est-ce que Charbonnier n'a pas peut-être vu que la vie de ses enfants était en danger en l'absence de sa femme qui est dans le coma et que la famille étant a priori une affaire primaire, c'est-à-dire un besoin primaire. Avant toute chose, c'est d'abord la famille. En dépit de cette situation, le club rouge-jaune de Mbuji-Mayi reste la meilleure équipe de ses débuts de saison en Linafoot, puisque les Angélésins sont à la tête du pôle Sud-Centre-Sud devant le tout-puissant Mazembe. Dernière nouvelle du sport avant de nous séparer, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs et la FECOFA ont levé les sanctions qui pesaient sur les joueurs, dirigeants sportifs et entraîneurs suite à des comportements jugés d'antisportifs constatés lors de la saison 2014-2015. Le club concerné sont l'Académie Club Rangers et le FC Renaissance du Congo. Tous les radiés par la FIFA, la CAF et la FECOFA ne sont pas concernés par cette mesure de grâce. Fin de ce journal, voulais-je dire, vous nous suivez partout dans le monde. Merci de votre fidélité à BioOne.